Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 23e édition de cette balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et ma compagnie, comme à l'habitude, j'ai mes trois acolytes, Pierre-Luc Dallaire, Éric Gaudreau-Tapeau, ainsi que Luc Carbonneau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Olivier. Donc, édition un peu un peu plus écourtée, un peu moins lourde de la balado par rapport à certaines semaines. Donc, comme dans toutes les éditions moins lourdes, ça va durer 1h15, évidemment. Là, ça, on s'en sauve jamais dans cette balado. Non, blague à part, pour vrai, on va commencer avec... On va être capable de commencer la Racing Challenge à 21h et non 21h30. C'est ça que tu es en train de me dire? On va essayer. Je garantis rien. Non, 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 Malheureusement, non, je garantis rien. non, je vous confirme, ça commence à 21h. Pas sûr. Mais bon, donc on va commencer avec la Formule 1. Ensuite, NASCAR. Quand même quelques nouvelles du côté de la NASCAR qu'on a su dans les derniers jours. Donc, il faut qu'on en discute. On n'a pas le choix. Et pour terminer, évidemment, on va aller du côté de nos séries que l'on couvre là, sur SFTV, soit CGT Championnat de Québec et la série NASCAR Cup Tom Chaudière Vallée Jonction. Tout d'abord, Formule 1, messieurs. On s'en va donc cette fin de semaine pour le premier de deux grands prix consécutifs au Portimao des Sables, j'ai nommé Bahreïn. On s'en va en ovale en fin de semaine. Et oui, Ah non, la Formule 1 qui s'en va sur un ovale pour la première fois depuis 1960. On se rappellera que... Oui. J'aime beaucoup la définition de dollar. À l'européenne. Ouais, je dirais à l'arabe dans ce cas-ci, là. Mais littéralement. Mais pour vrai... on se rappellera, pour ceux qui se demandent, 1950 et 1960, on a eu donc des Grands Prix. En fait, c'était des Grands Prix, mais l'Indianapolis 500 comptait comme une ronde du championnat du monde de Formule 1. Donc, voilà pourquoi on le mentionne. Ça a été une course de Formule 1. Ouais. Tous les tracés, les anciens tracés mythiques de Formule 1. Je vais pas dire le Nürburgring Nordschleife, mais Rouen-Essart, il y en a eu plein là, de ce type-là. Oui, Hockenheim, qui était avant les chicanes, là, outre la section stadium à la fin, qui était, on va dire, pratiquement un ovale. Là. Donc, on va dire que j'aime pas le terme ovale. Là. C'est un circuit rapide, c'est un circuit qui va être très coulant et qui n'aura pas de zone à basse vitesse. Mais ça va animer le spectacle, certainement. Tout à fait. Donc, ce qui va être intéressant par contre à surveiller, c'est est-ce que les Mercedes vont encore avoir un avantage énorme du fait de leur moteur face aux autres écuries. Et aussi, la contrepartie, Ferrari dans tout ça. Eux qui ont un déficit de moteur depuis le début de la saison, suite à une entente avec la FIA, dont on ne sait toujours pas la teneur, soit dit en passant. Oui. Où vont-ils se placer? Dans le top 10? Top 15 ou top 20? Oui. De 15 à 20. Tu penses que... Dans l'ordre que tu veux. Tu penses De que Ferrari 14 à sort 20. pas de la Q1? Tu es en train de me dire que tu penses que Ferrari sort pas de la Q1? 15, 16, 17, 18, 19, 20, il élimine 16 à 20. Fait qu'il va y avoir une Ferrari dans la Q2. Messieurs, c'est parce qu'en fin de semaine, j'ai juste à vous préciser que c'est le Grand Prix sur circuit routier. C'est la semaine d'après. Ah oui, c'est vrai. Sur le tracé extérieur. Je pensais que vous alliez allumer, mais pas ça a grand-chose l'air à dire que sur le tracé traditionnel. On l'a pas On va parler computé, de malheureusement. ce qui t'intéresse. Ah, ok. Alors, si on va sur le circuit standard de Bahreïn, où évidemment, le Ferrari risque de faire la Q2. Là. C'est plus sur l'ovale où il va y avoir d'énormes lignes droites. J'ai des très grosses craintes au fait que Ferrari va se rendre, va réussir la Q1. Visiblement, d'après moi, il va en avoir un qui va réussir, là, mais... Qui risque d'être Leclerc jusqu'à ce que l'électronique rate encore, là, comme l'année passée. Oh, ouais. J'ai encore mal juste à y penser. Oh, ouais. Ça fait très Est-ce mal. que les deux Renault aussi, si je me souviens bien, c'est-tu l'an dernier ou le 2 ans que les deux Renault... La même année, dans le même virage. Dans le même virage, les deux ont abandonné. Un tour après l'autre. Ouais. À peu près à la même place. Ah, ça fait mal ça aussi. Et je pense que Ricardo, s'il avait touché à son auto, il aurait eu mal lui aussi. Oui. Mais l'aspect intéressant, c'est que, bon, comme Luc le mentionne, ce week-end, c'est le tracé traditionnel, ou est-ce que on n'a plus nécessairement d'attente, parce que là, on revient sur un circuit qui a toujours fait partie du calendrier depuis les 10-12 dernières années. Pareil, on parle de 2000... 14. Ah. 14. Je me rappelle de Schumacher avec Ferrari. Alors, même avant ça, en fait, je pense qu'il y a 2012 qui n'y ont pas été à cause du printemps arabe, mais avant ça, je pense depuis 2007, ils sont présents. 2011 ne sont pas... Le printemps arabe, c'était en 2011, donc 2011 ne sont pas allés et
Le circuit existe depuis 2005-2006. Je Voilà. vois Schumacher faire un temps à Bahreïn dans ma tête. Là. Je suis pas mal sûr que 2006, ils ont roulé là. Pas mal sûr. Donc, ça vous dit une chose, et la première édition, c'était ou c'était 2008-2009, il y avait une édition qui avait fait le tracé endurance, là. Le Ça, tracé c'est en version complet. 2010. Ouais, donc il avait vraiment fait le tracé complet et ça a été scratch assez rapidement. Moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'on ramène ce tracé plus long-là. Quitte à faire l'ovale, pourquoi se contenter de faire le tracé traditionnel? Maintenant, bon, les écuries vont enfin retrouver un pied stable sur lesquels se baser, alors que dans les dernières épreuves, ben, on a toujours été sur des tracés nouveaux ou inconnus ou méconnus, là, où est-ce que ça faisait plusieurs années qu'on n'était pas allé. La Turquie qui a été complètement là, une course folle avec des conditions complètement, je vais dire là, en termes d'ingénierie, freak accident. C'est littéralement des scénarios qu'on n'aurait jamais pu prédire là, pour les équipes qui ont eu à se préparer à une course. On s'est dit, bon, OK, ça va être sec, ça va être aride, ça va être chaud, il pleut, il fait froid, puis il y a une surface neuve qui ne colle pas du tout. Donc, on a carrément été chambouler les plans. Bahreïn va être une course où est-ce que la préparation aura été plus straightforward, si je peux me permettre l'anglicisme. J'ai hâte de voir du côté du tracé externe, là, qu'est-ce que ça va donner dans 2 semaines, bien évidemment. Est-ce que ça va chambouler l'échiquier? Possiblement, mais j'ai surtout hâte de voir pendant l'épreuve qu'est-ce que ça va donner. Feeling qu'il va y avoir quelques petits accrochages, quelques petits égos qui vont être froissés, là. Le premier virage a toujours eu des petits problèmes à Bahreïn, donc ce serait pas étonnant que ça arrive. En fait, je dis premier virage. C'est le deuxième virage par la suite, là. Où ça se rétrécit, il y a la longue ligne droite, là. On dirait qu'il y en a 5 qui veulent toujours être en avant un de l'autre, là, que ça veut pas trop se donner d'espace. Je pense que c'est plus là qu'il risque d'avoir des problèmes. Mais oui, il faut s'attendre à de la casse dans le premier tour. Ça, honnêtement, on peut pas s'en passer, c'est Bahreïn. Je pense à Bottas contre Hamilton en 2016, qui a possiblement coûté le championnat à Lewis. Rosberg en 2016. Non, c'est Bottas sur Hamilton en 2016 qui. Avec sur Williams à l'époque, Bottas. Oui, oui, c'est ça. Il était sur Williams à l'époque. J'y vais d'un commentaire de conspirationniste. Ça se pourrait-tu que Rosberg ait fait exprès de prendre sa retraite pour que Bottas prenne son deuxième baquet pour que Hamilton se venge sur Bottas en disant « Tu gagneras jamais un championnat de ta vie. Innocent. Hashtag nous sachons. Tu vas être deuxième pilote le restant de tes jours. » Ok, je vais passer outre ce commentaire d'ignorant. Oh! Oh! Ben non. On avait dit que ça sera pas lourd, mais malheureusement, ça l'est déjà. Ça l'est. 285 livres de pure lourdeur, mesdames, messieurs. Mais non, ben, évidemment. Ça dérape déjà. Ça dérape. Mais c'était juste pour revenir sur le fait qu'effectivement, le premier virage, il risque d'y avoir de la casse. Malgré qu'on a des zones de dégagement énormes, ça reste qu'on va passer de 300 km/h à 90, 95. Fait que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose dans le virage 1. Mais ça c'est de savoir c'est qui. Moi, Peut-être pas mal Grosjean. Pas oublier non plus que Sébastien Vettel va rencontrer son pire ennemi, le virage numéro 3. Aussi. Mais Grosjean, apparemment, il y a des rumeurs qu'il l'envoie peut-être en IndyCar. Moi, j'aimerais peut-être plus en ARCA. Il y a peut-être plus de chances là, que son rate de freinage, là, c'était plus son genre, en fait. Mais voilà. Pour le Grand Prix de Bahreïn, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le monde s'est enflammé là, d'une certaine partie où est-ce qu'on annonçait de la pluie les samedis et dimanches en fin de semaine dernier pour le 28 et le 29 novembre. Et tout le monde semblait très heureux de pouvoir avoir de la pluie en plein désert. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Là. Les prévisions sont très belles côté température. Oh. Mais la question que je me pose sincèrement par rapport à. On parle de ce Grand Prix-là, puis du fait que ça va être avec le tracé extérieur dans une semaine et demie. On n'a toujours pas de nouvelles chez Red Bull et de Sergio Perez. Non, la Mercato qui se sera tranquillisée quelque peu. Définitivement qu'il y a encore des points d'interrogation à confirmer là, d'ici la fin de la saison et le début de la prochaine, bien évidemment. J'ai hâte de voir, par contre, est-ce qu'on a confirmation si la course sur le tracé extérieur sera de jour ou de soir? Puisqu'on s'entend depuis quelques années, Bahreïn a l'éclairage pour courser de soir. Ça convient généralement plus aux heures européennes de diffusion également. Donc, ça fait plaisir à tout le monde que ce soit de soir. Même nous, je pense que ça nous donne des heures de diffusion un peu plus traditionnelles de ces courses-là.
Donc, si ça reste de soir, ça reste que les moteurs, le refroidissement va être un aspect très important. Je vais vous le dire que une voiture qui reste coincée là, dans la traînée aérodynamique d'une voiture derrière, qui n'a pas le refroidissement optimal, peut-être falloir que certains pilotes là, décident de lever le pied un petit peu pour permettre au turbocompresseur de respirer. Et ça serait dommageable au spectacle. J'ai hâte de voir comment les équipes vont s'être préparées, puisque dans plein milieu du désert, avec un tour de 55 secondes, pied au plancher à 90% du temps, refroidissement des moteurs, ça va être un aspect crucial pour cette épreuve dans 2 semaines. Je pense, Ne pas oublier. Là. Tu je penses pense que qu'ils ça vont. va être. Oui, excuse, vas-y, Luc. Ouais, ben Mais vas-y, je pense qu'on en a une question, vas-y. tu penses que ça va être dommageable de voir les deux Mercedes se faire sortir parce qu'ils ont de la surchauffe moteur? Toutes les voitures vont y être soumises et le pilote qui est en tête, oui, il n'aura pas l'aspiration des voitures derrière, mais il aura l'air frais là, pour maximiser la puissance de son moteur et utiliser là, le fuel mix, le engine mode le plus optimal là, dans ces circonstances-là. Mais c'est Donc, le soir, la course, par contre, donc Ouais. température plus fraîche. Je veux dire, la course la semaine prochaine, 20h10 à 22h10, heure locale, qui est prévue. Si je regarde pour cette semaine, je crois que c'est la même heure, en fait, cette semaine. Je vais juste aller confirmer, là. Mais il me semble que c'est sous le coup de 20h10 également, là, heure locale de Bahreïn. Donc, température plus fraîche, ça veut dire généralement que les moteurs devraient moins subir ce genre de situation-là. Et là, le site de la F1 qui décide de ne pas participer à ma recherche. on l'a, il est de retour. On vient de le retrouver. Et non, la course est plutôt 17h10 ce dimanche. 9h10 notre heure à nous. On veut juste te dire qu'on t'a perdu les trois en même temps, donc ta Pendant un connexion bon ne 30 semble secondes. pas être du tout fonctionnelle ou correcte ce soir. Ah, ok, donc j'ai eu un problème de connexion. C'est pour ça justement qu'on m'a perdu, mais heureusement, du côté de l'enregistrement, on ne m'a pas perdu, donc tout sera évidemment sur YouTube dans les prochaines heures. Donc, On va se parler un par-dessus l'autre. Mais c'est pas grave. voilà, donc problème est réglé là-dessus. Donc, comme je disais, c'est ça. Donc, les deux courses là, qui sont de soir, mais la première cette semaine, donc qui est à 17h10 heure locale et 20h10 heure locale la semaine prochaine du côté de Bahreïn. Mais moi, la question que je me posais, c'est tu penses vraiment que ça va rouler à 55 secondes dans une semaine et demie? Les temps virtuels de YouTubers qui ont testé le tracé externe, c'était sous la minute. Ah, ben c'est pas super, ça durera même pas 1h20. C'est bon comme durée de Ça course. dépend de la quantité de drapeau rouge. Tu vas avoir une bonne quantité de gomme déposée aussi sur la piste la semaine d'avant, malgré que, bon, ça reste un ovale européenne, là, mais ça peut jouer en leur faveur aussi. Là. Il va y avoir du grip. D'ailleurs, la Formule 1 a raté une belle opportunité d'appeler ça le Bahreïn 305. Ah! Je dis ça, je dis rien. C'est lui qui a dit que ça serait pas lourd à soir. Hein? Ouais, je m'en souviens, maman. On va la retenir, celle-là. Avec un beau Par contre, commanditaire ça l'arrête. américain, là, tu sais, genre Exxon ou une affaire de même, là, tu sais, Exxon 305 à Bahreïn. En fait, c'est J'avoue- le Rolex 305 à Bahreïn. Ouais. J'avoue que ça aurait été une bonne idée, par exemple. Tu sais, juste pour montrer à quel point cette année-là est une année complètement folle. Ça aurait été vraiment le bienvenu. Voilà. Mais bon, le Mercato qui est tranquille. Lance Stroll là, qui va probablement vouloir rebondir de sa contre-performance, en fait, involontaire, on s'entend, en Turquie. Alors, il va y avoir quand même beaucoup de choses à surveiller. Est-ce que Romain Grosjean va décider de s'amuser avec sa voiture du bon côté ou du mauvais côté? D'ailleurs, Grosjean qui a fait une excellente sortie cette semaine que j'ai beaucoup appréciée. On sait que Romain Grosjean est très peinard et se plaint souvent de son sort. Ça, disons que c'est quelque chose dans lequel on est habitué dans certains cas, mais je n'élaborerai pas là-dessus. Donc, bref, le message qui doit passer, vous le comprenez. Mais C'est de Romain la faute à Grosjean, Ericsson, c'est ça? Ah, ok, c'était pas euh, le message. si tu ne Excusez. l'as pas compris, c'est pas grave d'ailleurs. Je t'expliquerai ça. Donc, alors, Romain Grosjean qui s'est plaint encore une fois que malheureusement, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel ont privé les pilotes de sa génération d'avoir des bons volants, faisant référence notamment à la classe de Nico Hülkenberg, Sergio Perez, qui ne se retrouveront plus avec des volants
possiblement au cours des prochaines années, qui clament haut et fort que c'est de la faute des bons pilotes, des vétérans qui s'acharnent sur le championnat s'il n'a pas eu de volant dans les bonnes écuries ou s'il n'a pas été en mesure de vraiment bien se prouver euh, dans le Ouais, t'as de championnat la de la misère à Formule 1 au cours le des violon, dernières années. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, ah, mon Et Dieu, qu'êtes-vous, là. messieurs, quand j'ai vu la citation, j'ai fait Waouh, ventre plein, à demi plein, Grosjean sera toujours à plein. Moi, si Grosjean vient me voir, puis je suis. Oh, ok, vraiment bonne. Mais si je suis directeur d'écurie, puis Romain Grosjean vient me voir, puis qui me dit j'aimerais vraiment ça avoir un volant chez vous, vous êtes vraiment la top écurie. Moi, je réponds rien. Je fais juste y dire Belgique 2012. Non, moi, je réponds quelque chose d'autre. Ta police d'assurance est à combien de zéros après le million? Non, ça, c'est pas correct. Tu Ça, sais, c'est je pas vais faire un correct. parallèle, messieurs, et Luc va apprécier ce parallèle. Avez-vous déjà entendu Andy Murray et Andy Roddick se plaindre de Federer, Nadal et Djokovic? Non. Non. Ça Il y répond à avait votre tout un question. service, par exemple. Roddick, je vous confirme qu'effectivement, il y avait tout un service derrière. Vous pourrez le demander à Federer à Wimbledon en 2009. Je peux vous garantir que Federer, s'il avait pu se passer de son service, il l'aurait Oh. fait. Donc, je pense qu'on vient de mettre la page sur cette déclaration de Grosjean. Ferme ta boîte. Et voilà. Ça résume bien la situation. Grosjean, qui de toute façon, selon les dernières rumeurs, devrait se trouver un volant en IndyCar la saison prochaine. C'est de plus en plus probable. Je crois que c'est McLaren qui irait le signer selon les dernières rumeurs. Donc, à surveiller, du moins. Grosjean là, qui ne sera donc plus en Formule 1. Vous savez les raisons pourquoi. Maintenant, eh bien, ça va de pouvoir faire le petit changement de sujet vers une autre discipline américaine, cette fois, le NASCAR. Pourquoi? Eh bien, on a su la grosse nouvelle cette semaine, suivie d'une autre grosse nouvelle par rapport à Raphaël Lessard. Donc, il quitte Kyle Busch Motorsports pour se retrouver chez GMS. Avant de laisser parler de Dra, moi, je vais dire tout simplement, puis le droit, tu élaboreras. J'ai un animateur d'émission de radio qui m'a appelé puis il m'a dit qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit ben c'est pas compliqué. Tu as le choix de gagner la Coupe Stanley ou de gagner la Coupe Kelly. Et présentement, ce que Raphaël Lessard vient de gagner, malheureusement, c'est qu'il vient de se contenter de la Coupe Kelly quand il y avait une chance de la Coupe Stanley. C'est plate, mais c'est ça. J'explique mon point de la façon suivante. Tu te retrouves avec une top écurie, tu fais très bien en deuxième moitié pour une raison qu'on ne saura probablement jamais ou on va savoir dans les prochaines années. Kyle Busch Motorsports décide tout simplement bon, ben écoute, on t'a bien apprécié en Super Late Model, en Late Model, en ARCA, avec ton bref passage en ARCA, puis ta saison est cinquième en camionnette. Il y a des Américains qui cognent à la porte, dont notamment la fameuse filière des Numechek qui veut avoir un volant. Parfait, on prend le Numechek. Merci, bonsoir. Merci pour les services. Et on se retrouve non seulement à courir, à chercher, on réussit à trouver un volant, mais on se retrouve dans une position qui, à mon avis, est semblable à celle d'Alex Labbé, où est-ce qu'on n'a aucunement une saison complète de garantie, qu'on est seulement à 12 épreuves ou 13 épreuves de sûr avec le budget présentement. Alors, moi, personnellement, dire que c'est une grosse nouvelle, je dirais juste que c'est une victoire de consolation pour Raphaël Lessard en ce moment. Il y a encore du travail à faire, il reste encore 4 mois avant le début de la saison. Ça, je suis totalement d'accord. Mais appelons un chat, là. Disons que présentement, tout le monde dit ah, il s'est retrouvé un volant. C'est pas, c'est pas super bon signe. Ça, je pense que c'est important qu'on met parce que tout le monde en ce moment, sans vouloir embellir, là, on parle souvent d'un premier ministre qui a souvent tendance d'avoir les lunettes roses, hein, mais là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des lunettes roses présentement sur Raphaël Lessard. La situation est correcte, mais pas super réjouissante non plus. Je vais devoir là, intervenir. Évidemment, je suis chanceux, je suis réchauffé sur le sujet. On est deux. sort d'un enregistrement. Oui, on est deux. Bon, commençons par le commencement. Premièrement, selon un article du Journal de Montréal, c'est une mésentente avec les partenaires financiers de Raphaël Lessard qui n'appréciaient pas la préparation des camionnettes chez Kyle Busch Motorsports. Donc, est-ce que la décision est venue du clan Lessard de laisser tomber ou est-ce que c'est venu du KBM? On le saura dans quelques années, effectivement. Cette scission-là, évidemment, il ne faut pas la voir nécessairement comme négative, puisque KBM, c'est l'écurie de M. Kyle Busch. Et quand M. Kyle Busch descend en camionnette, M. Kyle Busch a le meilleur équipement, la meilleure équipe a tout le nécessaire.
Raphaël, c'est arrivé quelques fois cette saison que c'était pas le cas. C'était une équipe recrue, c'était une équipe avec de l'équipement de moins bonne qualité. Et ça, définitivement, si vous êtes un investisseur, c'est pas ce que vous souhaitez de votre poulain. La signature avec GMS. GMS, c'est l'équipe championne de la série qui a les 3 meilleures camionnettes sur le plateau cette saison. Donc, oui, je suis mi-figue, je suis mi-raisin. Je suis d'accord avec toi, Luc, que moi, un calendrier de signature à temps partiel, pour un jeune pilote, on veut maximiser sa visibilité, on veut lui donner le maximum d'occasions possible. Cette saison 2020 aura été une saison sans pratique, une saison où est-ce que l'essor se faisait jeter dans la camionnette et fais ce que tu peux avec. La saison prochaine, on espère que ce ne sera pas le même tempo, on aura plus d'occasions de performer. Mais il faut être conscient aussi qu'à pareille date l'an dernier, Alex Labbé n'avait pas aucune certitude non plus et a réussi à faire une saison temps plein. Les résultats qu'on pourra amener, si on est capable de chercher des résultats, vont amener de l'eau au moulin et on souhaite pour Raphaël lui permettre de faire une saison à temps complet. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. Je comprends très bien ce point de vue-là. Puis effectivement, la B, c'est ce qui est arrivé. Je ne voulais pas le mentionner parce que finalement, il était en mesure de faire une saison complète. C'est pour ça que j'ai dit, avec le cas de l'essor, il faut faire attention, il faut être très prudent parce qu'on ne sait jamais, il reste encore du temps pour justement compléter une entente financière. Mais dans le même article du Journal de Montréal, euh, tu vois très bien que Louis Butcher aussi écrit vous en conviendrez, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi puisque le départ récent et inexpliqué d'Alan Labrosse qui, je tiens à rappeler, avait pris la carrière un peu sous son aile de Raphaël Lessard en série dans le monde américain. Quand tu vois un gars comme Alan Labrosse qui décide de quitter le clan Lessard sans aucune raison, je, je pense que c'est légitime d'avoir des gros points d'interrogation à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bon, si les commanditaires n'étaient pas contents, c'était une chose, c'était écrit effectivement dans l'article. Par contre, quand tu as un agent de la trempe d'Alain Labrosse qui décide de dire: «Je suis désolé, je quitte le navire», je me pose des questions. Il y a des questions que je considère légitimes à avoir dans le scénario L'Essor. Ça, je ne sais pas si c'est moi qui fabule un peu, mais Mais oui, il y a des y en questions à a-tu se qui sont poser. Ça, je suis d'accord c'est avec toi, ça. Luc, là-dessus. Maintenant, l'autre partie qu'il faut. Ça, on se revoit dans quelques années, comme on le mentionne. Une des raisons, justement, qui peut être soulevée par rapport au fait que la brosse ait quitté, c'est exemple, si la brosse, lui, il voulait absolument que l'essor reste un an de plus chez KBM et que les commanditaires font non, il reste pas là, il s'en va parce que nous, on n'aime pas ce qui se passe présentement. Mais dans ce cas-là, je veux dire, à un moment donné, malheureusement, faut que tu choisisses entre l'arbre et l'écorce. Si t'es Raphaël Lessard, tu choisis entre les sponsors ou ton agent. L'affaire, c'est qui paye ton agent? C'est tes sponsors. Je veux pas être plate, mais c'est ça. Donc, malheureusement, là-dessus, je pense que c'est une question de l'arbre et l'écorce. Et la brosse pensait que KBM était la meilleure place pour l'essor. Ce qui aurait pu être le cas. Ça, là-dessus, on le sait pas. Mais là, le point où on en est, par contre, on a 11 courses officialisées pour l'essor. Si, exemple, on décide... pardon? 12 sur 23. 12 sur 23, donc on en a 12. On a 12 sur 23. Si on fait les 12 premières de la saison, par exemple, qui sont assurées, et que par pur hasard, on se ramasse premier au championnat. C'est-à-dire, on fait la chase, mais on n'a plus d'argent. Pensez-vous sincèrement que NASCAR va laisser passer ça? GMS va arriver et va dire inquiète-toi pas, le reste de la saison, tu restes avec non, même si c'est pas GMS, là. Pensez-vous vraiment que NASCAR va laisser passer ça? Bon, oui. NASCAR s'en fout. Je vais dire bien franchement, oui. Pour un Américain, NASCAR n'a absolument rien à gagner d'avoir un non-nationals être champion, être au sommet d'un classement général. NASCAR s'en contre car... NASCAR a quand même la. Oui, en effet. Mais non, NASCAR, par contre, t'as raison 50%. L'autre 50%, c'est que NASCAR veut quand même pas que son championnat devienne une farce. Déjà que c'est une farce à moitié, là, ils veulent pas que ce soit encore pire que ça. Donc, ils vont trouver une farce. Je pense qu'Eric et moi, on va être d'accord là-dessus, hein. Ali, il ne faut pas t'oublier que NASCAR, c'est un sanctioning body et que les équipes se présentent avec des budgets. NASCAR, c'est de l'eau dans la rivière pour eux. Ce que je souhaite pour Raphaël, évidemment, c'est que les performances lui amènent une visibilité qui va attirer des partenaires financiers qui vont lui permettre de poursuivre sa saison temps plein. On le rappelle, là, du côté d'Alex Labbé l'an passé, ça avait été ça. On ne savait pas. On s'est rendu à Daytona. On a eu des belles performances. On a fait quelques belles courses ici et là. Et on était en mesure de financer puis de suivre le reste. On a vu plusieurs commanditaires sur la voiture d'Alex l'an dernier. On a vu sur la camionnette de Raphaël Canac qui a été investi un bon montant là, pour permettre à Raphaël de performer. Et ça, même si Canac, c'est une entreprise québécoise qui, au centre aux États-Unis, à part peut-être dans le nord-est, il y a quelques magasins là, près de la frontière.
qui pourraient avoir une certaine clientèle. Le reste, pour eux, il n'y a pas de part de marché à aller chercher là. Et une des choses qui m'a soulevé l'œil là, tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est que du côté de KBM, on a publié une photo des différentes livrées des camionnettes pour remercier les commanditaires de l'année. Et la camionnette Canac n'y était pas. Il y avait le logo Canac sur le deck, la plateforme de la camionnette à l'arrière, mais la livrée complète Canac avec le logo sur le capot avant, sur le côté, le quarter panel, comme on l'appelle, n'y était pas. Et ça, c'est un signe que il y a ce qui a été marqué dans l'article, la bisbée entre les commanditaires Mais et l'écurie, je pense que c'est Hum. pas faux. moi, je vais poser une question, par exemple. Jusqu'à quel... Tu sais, on parle souvent de l'ingérence, par exemple, des parents au hockey, dans différents statuts au hockey mineur ou junior, plus junior, là, mais mettons au niveau mineur, Ah, Junior, ça arrive à les Val d'Or. parents... Je le confirme. Mais mon point, c'est les parents, on se plaint souvent dans le monde du hockey que les parents interviennent trop dans le hockey mineur pour favoriser leur enfant. Je pose la question suivante. Jusqu'à quel point un commanditaire peut se plaindre du réglage ou est en position de critiquer la préparation d'une voiture? Parce que je comprends très bien que le commanditaire veut se retrouver en avant, mais de quelle façon a-t-il les compétences nécessaires pour juger que la voiture n'est pas bien préparée? Tu sais, c'est plus là que j'ai comme. J'aime pas ce parti-là parce que là, le message que je vais envoyer aux autres écuries, c'est que si, mettons, là, on ne le sait pas, mais si, mettons, Kyle Busch préparait comme il faut la camionnette, peut-être pas autant que quand Kyle est en arrière du volant, j'en concède, mais si KBM préparait très bien les voitures, puis que là, finalement, c'est les commanditaires qui se critiquent, ben, ça fait quoi? Ça fait, ben là, si, mettons, GMS vient voir KBM et ils disent ouais, comment ça tu lâches les sorts? Tu sais, blablabla. Puis là, ouais, ces commanditaires se plaignaient trop de comment est-ce qu'on préparait la voiture, comment est-ce qu'on anticipait tout ça. Mais je veux dire, ça peut ne pas aider non plus au- comment je faisais ça? À tout qu'est-ce qui La au relation, fait c'est ça? à la relation, tu sais, c'est ça exactement. Fait que, c'est ça qui me met un peu mal à l'aise de voir qu'on dirait que les commentaires ont pris énormément de place. Puis je comprends très bien, là, c'est beaucoup, beaucoup de ça. On parle pratiquement de 2 millions de dollars US là, qui sont mis. Là. Je ne suis pas innocent. Je sais que c'est beaucoup d'argent qui sont mis de la poche directement de la part des propriétaires des entreprises québécoises, mais il y a quand même une limite que j'espère qu'on n'a pas été franchie au niveau des commanditaires. Et selon moi, la réponse à la question vient de la rapidité à quel point on a signé l'essor du côté de JMS. Ça Exactement. n'a pas pris 24 heures, on a signé 12 courses sur On l'a 23. pas signé à temps plein. Oui, mais on a signé à 12 courses sur 23. Pourquoi on l'a pas signé à temps plein? On a 1 million de dollars ramassé chez l'essor, ça coûte Et 1,8 million faire une saison c'est là où complète. est-ce que je crois que du côté de JMS, on a joué la carte de la prudence. On s'est dit, on va lock-in, si je me permets l'anglicisme, mais on va sécuriser l'atout. On va le mettre dans notre cage, on va le mettre dans notre poulailler. On va s'assurer qu'il vienne chez nous. Mais on ne pourra pas garantir sa saison complète tant et aussi longtemps que le financement n'aura pas été garanti du côté du pilote. Et ça vous donne une idée de l'écosystème du NASCAR actuel. C'est quand même triste. Je le dirais là que oui, le sport automobile restera toujours une business. On ne pourra pas sortir de ça. Mais c'est quand même triste de savoir que pour un pilote qui a fait une saison temps plein, qui a eu qui a une victoire, qui a des performances dans le top 5 de la série, on est encore en train de se battre pour un contrat à temps partiel dû au financement. Je vais être triste, là, mais à mes yeux, ce n'est pas le message qu'on veut envoyer pour ce sport-là. Et justement, question rapide, c'était pas Ross Chastain qui avait remporté l'Xfinity, donc qui était pratiquement assuré d'avoir un volant l'année d'après en Série Cup, et qui finalement, dernière minute, t'as pas d'argent? Désolé, retourne en Xfinity faire une autre saison. C'est fort probable. En ce moment, Chastain, il est dans la 42 en Cup. C'était avec Ganassi, justement. Il a fallu qu'il coupe. Entre autres, je pense que c'était entre autres lié avec l'histoire de Solar Energy. Là, je me souviens plus exactement de la compagnie. Mais. Alors, Larson, c'est une histoire différente. Mais oui, DC Solar, je m'excuse. DC Solar qui commanditait la 42 à l'époque, qui évidemment était une entreprise que je ne rentrerai pas dans leur pratique fiduciaire, mais qui évidemment n'est plus des nôtres. Donc, Rich Energy en Formule 1, pour vous donner une petite idée. Oui, c'est le genre d'entreprise. On ne fera pas de parallèle trop, mais définitivement que le stock car et le sport automobile demeurent une business. Et ce genre d'élément-là fait en sorte que ce n'est pas nécessairement le talent qui va être priorisé, mais l'épaisseur de la pile de liasse qui vient avec le talent.
Et c'est ce qui est malheureusement, dans ce genre de situation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout de même l'essor qui va être de retour la saison prochaine. Ouais. L'abbé, ça s'enligne bien aussi de ce côté-là, ce qu'on a pu comprendre. Pas une saison complète non plus pour l'instant, mais on Ah, mais a des... BRP commence à peser pas mal sur Ouais, les sorties Canam... de liquidité. Oui, en effet, BRP Canam, là, qui commence à être pas mal présent et qui sont présents dans l'écosystème NASCAR depuis quelques temps aussi. Donc, c'est à surveiller également. Là, l'abbé, on peut s'attendre, s'il continue à faire des belles performances comme ça, à s'améliorer. Là. Attendez-vous à le voir, pas juste en Xfinity, peut-être même dans la COP dans les prochaines saisons. C'est un beau statement, comme on dit en mon québécois, mais ça me surprendrait pas, disons-le comme ça. Non, effectivement. Puis, tu sais, je pense que BRP, honnêtement, au nombre de fois qu'on les voyait commanditer Jeffrey Earnhardt à la place de commanditer l'abbé, chose que je n'ai jamais compris, sincèrement, au cours des 5 dernières années, lorsqu'on commanditait un autre pilote qu'un pilote comme Alex Labbé. Ça, il y a quelqu'un qui un jour devra m'éclairer ma lanterne parce que j'ai bien beau mettre de l'huile, elle refuse de s'allumer. Mais clairement, je pense que, écoute, le problème avec Labbé, c'est, puis on le redit, on le répète semaine après semaine après semaine, puis je commence à être écœuré de le répéter, mais c'est un fait. La voiture doit être plus compétitive. Mm. C'est plate, mais c'est un fait. Puis sans rien enlever au travail de Roy et Gosselin, je veux dire, ils font de l'excellent travail, les deux, chacun de leur côté. Mais à un moment donné, il faut trouver une façon pour permettre justement. Puis si BRP, avec l'entrée de liquidité, ça fait en sorte que Roy et Gosselin sont en mesure de travailler plus efficacement sur la voiture, ben, je vais être le premier à dire go for it. Si on peut quasiment avoir une équipe toute québécoise, allez-y, j'ai aucun problème. Mais il faut que l'entrée de liquidité serve vraiment à améliorer la voiture. Je suis 100% d'accord avec ce que tu avances là. Mais c'est un couteau à double tranchant. Et là, je vais me lancer en avocat du diable, comme Eric aime si bien le faire. La journée qu'il va avoir la voiture, avec la sortie qu'il a fait, la journée qu'il va avoir la voiture pour Ouais. pouvoir faire des top 10, il est mieux d'y faire. Elle est mieux d'être dans le Ah, top il faut- 10. J'allais ouais. dire Il est exactement la mieux même d'être dans chose. le top 10. Parce que Je- si elle est pour pas être dans le top 10, il va avoir des retours, ça va monter assez vite aux barricades, je te le garantis. Effectivement, là-dessus, je suis totalement d'accord. Puis c'est pour ça que je dis, moi, je suis de l'école qui dit l'abbé a le talent, donnez-y la voiture Tout à fait. une fois. Une fois, puis il va vous prouver qu'est-ce qu'il est capable de faire parce que depuis 2 ans, il prouve qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il se tient au milieu de peloton avec une voiture qui devrait être dans le dernier quart, pas dans le dernier tiers, dans le dernier quart. Fait que moi, je suis aucunement inquiet de ce fameux couteau à double tranchant-là, pas pour 5 cents. Non, je dis juste que ça peut l'affecter négativement oui, c'est s'il sûr. enchaîne des mauvaises performances avec une Mais, voiture performante. mais quand un gars fait Juste ça, quand un gars fait ça, ça veut dire qu'il est prêt à mettre ses schnitzels sur la table puis qu'il est prêt le tout pour le tout. Oh oui, ça prend du cran, puis sa sortie qu'il a fait, moi, pour moi, c'est que positif, puis il fallait qu'il le fasse. Je dis pense juste qu'il faut qu'il fasse attention. Faut pas oublier, messieurs, que le sport automobile, ça reste un land of opportunities. Donc, lorsqu'on a l'opportunité, si on va venir le port avec, peu importe le nom que vous avez, il n'y a pas grand-chose qui va vous sauver. Là. Non, c'est clair. Voilà, donc c'est ce qui va mettre fin un peu à cette partie de l'émission. Donc, l'essor et l'abbé, on a des bonnes nouvelles, mais faut attendre d'autres bonnes nouvelles dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Du moins, on l'espère. Maintenant, eh bien, on va aller du côté de notre dernier segment de cette balado SFTV. Donc, le segment Sim Racing. Et Luc, la semaine dernière, du côté du GT Championnat Québec, on a eu une première épreuve du côté de Laguna Seca où justement ça a été Mickey Mike qui l'a emporté. Mais la deuxième épreuve, par contre, qu'est-ce qu'on a vu là? T'as vraiment scrappé l'introduction pour résumer une course. Toi, la prochaine fois, rappelle-moi que c'est moi qui va faire les amorces la prochaine fois. Comme ça, tout de suite, bonne soirée tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, on va tous aller appuyer sur F pour l'animateur de cette balado-diffusion, Olivier Turcotte. Bon, ben, Voilà, Luc, c'est fait. Luc, vas-y donc, explique donc, là. Fais ton introduction, là. Alors, Vas-y. dans la série GTCQ, la fin de semaine dernière, on a eu le droit à une récurrence et une première dans un programme double qui a été amplement disputé. Dans la première, quand je dis un relan ou une récurrence, c'est que Mike et Mike a encore une fois remporté la première épreuve, mais cette fois-ci, il l'a fait de brillante façon. Un certain Eric Godot-Drapeau dirait, comme un Lewis Hamilton, qu'est-ce que tu veux, Eric? C'est le même.
Mais Mikey Mike, qui est parti du 9e rang, qui aurait réussi à Get in remonter. there, Mikey. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, Mikey Mike est remonté en partant dans la 9e position avec une Mégane Renault. C'était l'une des voitures les moins performantes, mais qui était les plus stables et qui était et qui était les moins dures sur les pneumatiques. Profiter de cette opportunité-là pour venir dépasser Neantisto dans le dernier tour de la première épreuve pour ainsi récolter une autre victoire. Je pense que c'était sa 7e de la saison Ça. en GTCQ ou sa 6e ou sa Sa 7e. 9e. Sa 9e, voyez-vous. Sa 9e de la saison. Donc, il a terminé devant Neantisto. Et lors de la deuxième épreuve, eh bien, Neantisto est encore une fois à l'avant-plan. Et cette fois-ci, il n'a pas été dépassé. Il est parti à la faute comme un grand. Derrière qui? Non, Mikey Mike est resté emprisonné à l'extérieur du top 3, malheureusement, pour ses partisans. Par contre, c'est un jeune homme qu'on avait vu à partir de la troisième épreuve. Non, à la deuxième épreuve, je cherche le nom du Troisième épreuve, en fait. à la partie de la deuxième épreuve du championnat. Et c'est Samio qui est venu remporter sa première épreuve dans la division Taxi du Nord et de brillante façon. Donc, a vraiment poussé à la faute Neantisto, qui lui a terminé au 3e rang. Derrière, je pense que c'était John qui a terminé au 2e rang. Donc, Samio qui a été chercher sa première victoire dans une course complètement folle. Je pense qu'Olivier, tu vas être d'accord avec moi. Moi, personnellement, je n'aurais pas prédit qu'on allait prendre des virages à récurrence à 2 de large. Non, surtout sur un circuit comme Laguna Seca, comme ça, où justement c'est assez difficile de dépasser. Quand on fait un dépassement, comme tu parles du dernier tour, justement, du côté de Mickey Mike, là, ça a pris 5 virages, réussir le dépassement au dernier tour sur Niantisto. Effectivement. C'était incroyable! Ça a dû prendre le fameux kink là, à gauche là, qu'on prend en sortant du premier secteur à Laguna Seca pour avoir raison d'Aniantisto. Même dans le Corkscrew, là, on a vu qu'on rentrait à 2 de large à certains moments, surtout dans les 2 derniers tours de la deuxième épreuve. On rentrait à 2 de large littéralement dans le Corkscrew. Oui, je viens de voir la face de Dallaire. Oui, effectivement, j'aurais même pas fait ça. Oui. Je viens de voir Zanardi en 96 l'essayer, mais ça a pas dû être comme ça, là, parce que les vibreurs sont beaucoup moins larges que dans le temps. Là, Ah, mais- ils sont permissifs. Sur GT Ah Sport, ouais, ils sont permissifs. Ah ouais? Oh, Ok, oui. c'est bon. Oh, oui. Donc, on a vraiment eu le droit à des belles luttes partout sur le plateau. On s'en à pas avoir un spectacle. Et Mikey Mike accentue son avance et Olivier, à moins d'une énorme erreur au cours de la prochaine fin de semaine. Donc, dans une semaine, dans 10 jours, Mikey Mike là, qui devrait concrétiser ce championnat en GTCQ. En effet, une avance de 53 points du côté de Mickey Mike face à Niantisto. On rappelle qu'une fin de semaine parfaite, c'est 40 points. Donc, il reste 2 épreuves. Non, c'est 40 points. Je l'ai devant moi. Donc, les points bonus, ça inclut ces 2 points. C'est 1 point par. C'est 42 parce qu'une victoire donne 20 points. Oui, en effet. Donc, ça donne vraiment. Ok, parce que je vois des 40 points parfois des performances parfaites du côté de Mickey Mike. Parce donc, que parfois, c'est parce qu'à cause des fautes de pénalité, à cause qu'il y a eu des contrats ou des Ah sorties de oui, piste pour oui, leur oui. équivalent. Merci beaucoup. Donc, il faut pas oublier qu'en GTCQ, si vous allez sur le site du GTCQ, vous allez dans la section classement. Les points sont les points totaux après récupération qui sont enlevés. Donc, c'est 20 points par victoire pour un total de 40 points en termes de course et en termes de rapidité. Les pilotes qui réalisent les meilleurs temps lors des épreuves récoltent 1 point par course. Voilà, donc merci beaucoup de la correction. Donc, on n'a pas eu de 42 points, mais une fin de semaine parfaite. Donc, oui, merci beaucoup, Luc, de la correction. 42 points pour un week-end parfait. Donc, on est très près du 84. Là. Ça veut dire que oui, tu as raison. Une bonne épreuve du côté de Mickey Mike. On reste dans le sillage d'Iantisto et le championnat on peut le faire sien finalement. Par contre, du côté derrière au niveau du classement, c'est extrêmement serré. Si on regarde pour la 4e position, Joss, Dave, on peut inclure Psycho, Samio également avec sa victoire, 29 points la fin de semaine dernière. Tout est encore possible de son côté. Mais John, on n'est pas si loin que ça non plus. On est, je vois un instant là, 16 points de différence entre Joss et John. Donc, la lutte pour la 3e position n'est pas terminée de ce côté-là. Loin de là. Et j'ai hâte, justement, à la prochaine épreuve, là, du côté de Spa-Francorchamps, voir ce que les pilotes ont en réserve pour nous. Effectivement, ça va être très intéressant à voir. Puis je termine ceci, John, là, je te dirais là, qu'après une grosse fin de semaine difficile à Autopolis, là, depuis qu'on est revenu du Japon, littéralement sur une bonne séquence.
Tout à fait. Donc, John, là, qui pour l'instant fait le travail, n'a pas de performance extraordinaire, mais il est constant. Et c'est ce qui fait la différence présentement et qui lui donne le dernier marge du podium présentement au niveau du championnat GTCQ. Donc, dans la division Taxi du Nord, de son côté, pour l'instant, si on continue ce travail-là, c'est encore possible. C'est loin d'être terminé dans son cas. Donc, c'est ce qui complète du côté du GT Championnat Québec. Juste un petit mot rapidement, donc pour vous rappeler que ce vendredi, c'est la série EGT4 qui sera du côté. Ah, attendez, quelle pièce déjà? Laguna Seca aussi. Oui, on reste du côté de Laguna Seca. Donc, pour une deuxième fin de semaine consécutive sur SFTV pour la 7e ronde du championnat EGT4 Sprint Challenge. Attends, Olivier, t'es dans l'erreur. Ils sont du côté de Portimao. Non, c'est Laguna Seca, je te le confirme. Portimao, USA. Californie. Non. Et je termine Bien par essayé, ça, mais là, si c'était trop. C'était trop. Si C'est lui Jonathan- qui sait trop à ça. Si Jonathan Boivin récolte 5 points de plus que de Sylvain Ferra et Ludovic Daou, il va être également champion dans la saison 2 là, en EGT4 Challenge. Donc, à surveiller sur le coup de 20h20 sur les ondes de DSF-TV, votre référence Sim Racing au Québec. Maintenant, messieurs, donc Pierre-Luc et Eric, série NASCAR Cup Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction ont terminé la première ronde des éliminatoires vendredi dernier et on était du côté de Chicagoland. Je vais t'introduire d'ailleurs, Eric, puisque je vais emprunter des termes d'analyse politique pendant les élections fédérales. Pour cette deuxième manche de la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction, nous étions dans le château fort d'Éric Gaudreau-Drapeau, c'est-à-dire au Chicagoland Speedway virtuel, là où on a vu la fameuse première coupure qui aura coûté le championnat à 6 pilotes. Sauf que pour employer les mêmes termes, je vais dire que c'était, et c'est pour l'instant, le château fort Lavoie Motorsport, 5 pilotes issus du Lavoie Motorsport dans le top 10 actuellement. Éric, parle-nous de cette course parce que sérieusement, on a eu tout qu'un spectacle encore le vendredi passé. Oui, du côté de Chicagoland, c'était une épreuve où, comme on l'avait entendu de plusieurs pilotes, les 1000 et demi, cette première ronde constituée de 2 tracés de 1000 et demi, donc Las Vegas et Chicago, où est-ce que les voitures ont des performances très similaires. C'est ce qu'on a pu voir là, dès la première moitié de l'épreuve, où est-ce que c'était très difficile de larguer les adversaires. Seul Fred Moreau aura pu tirer son épingle du jeu. Il aura terminé deuxième au premier segment, puisque côté stratégie, Michael Tifo, dans la 889, est venu jouer un petit tour au meneur. Par contre, évidemment, s'est retrouvé à plusieurs tours de retard par la suite, là, après avoir, on va le dire, volé le premier segment en vertu de la stratégie. Évidemment, les pilotes qui auront terminé dans le top 7 au championnat, et là, j'ai les yeux sur les résultats de l'épreuve, ont tous récolté des points bonus dans ce premier segment. Donc, c'est-à-dire à quel point là, ce segment a une influence majeure là, sur la suite des choses au niveau du championnat. Ça en est suivi une course très excitante où est-ce que définitivement on voyait que pour la tête de l'épreuve, ça allait se décider entre. On a eu Fred Moreau, on a eu Jean-Raphaël Morin, ça s'est battu. Frédéric Ladouceur a mené 11 tours également. Il y a eu 8 meneurs différents cette épreuve, même si ce fut au final remporté pour une 6e fois cette saison par Frédéric Moreau dans la voiture numéro 5 qui vient non seulement s'assurer de sa qualification au 2e tour, mais encore une fois, là, mentionner à quel point il est l'homme à battre dans cette série. Il avait la voiture parfaite sous les pieds, une voiture qui n'a pas été problématique là, sur les longs relais. On le voyait travailler du volant en début de segment où est-ce que la voiture est un peu plus survireuse et c'est là que ses adversaires ont pu en profiter là, pour le faire reculer d'une position ou deux. Mais il aura toujours été en mesure de trouver le réglage suffisant et évidemment la performance de la voiture pour l'amener à bon port pour signer une 6e victoire en 12 épreuves cette saison. C'est là maintenant, Pierre-Luc, qu'il faut passer aux choses sérieuses puisqu'on élimine 6 pilotes. Donc, malheureusement, les pilotes qui ne se seront pas qualifiés, on reviendra par la suite avec le top 10 pour discuter évidemment de la deuxième ronde par la suite. Donc, Alex Pellerin de chez Cap Motorsports a connu 2 courses difficiles dans le premier tour. Jerry Bergeron également impliqué dans un incident dans les 2 épreuves, sera relégué. Maxime Gagné, une première voiture de 3 chez KMR Warrior qui n'ont pas fait la coupure. Ça fait mal, ça. Oui, il est 3 points derrière Nicolas Rompré et Steve Drouin, ses coéquipiers chez KMR Warrior. Steve Drouin qui a encore toujours. Il est maintenant là, 2e en termes de moyenne à l'arrivée derrière Frédéric Ladouceur, mais pendant les 12 premières épreuves, avait la meilleure moyenne à l'arrivée du plateau en entier.
On est à 9,75 dans son cas, malgré le moyen de départ de 19,92. Donc, c'est un pilote qui aura toujours trouvé une façon de gagner des positions. Et Steve Drouin, c'est celui qui a complété le plus de tours avec 1049 cette saison. Et ça, c'est 5 de plus qui sont plus proches poursuivants de Jerry Bergeron. Donc, définitivement, du côté de Drouin, là, on avait une saison constante et cette constance-là n'aura pas été transmise en éliminatoire, ce qui fait en sorte qu'il est éliminé dès le premier tour. Une des surprises du premier tour, c'est l'élimination d'Alex Guyon, le seul pilote de Lava Motorsport qui n'aura pas progressé au deuxième tour, éliminé par 6 points derrière Alex Murphy. Guyon qui avait terminé 8e au segment, 10e, mes excuses, au premier segment de l'épreuve, donc un seul petit point boni. Malheureusement, sa 6e position n'aura pas été suffisante en vertu, évidemment, de la 5e place d'Alex Murphy et de sa 5e position au segment. Donc, littéralement, on enlève les points bonis du segment, on enlève on regarde ça au résultat pur. Murphy passe par 2 petits points. Donc, c'est là qu'on voit que quand on a que quelques courses, et dans ce cas-là, pour la coupure, il n'y avait que 2 courses. Chaque point qu'on va chercher sont primordiaux. Et malheureusement, à Las Vegas, Guillaume n'a pas connu les résultats escomptés, victime d'un accident. oui, donc ça vient mettre fin à ses espoirs de championnat. Donc, c'est Alex Murphy, Jonathan Varanaskas, Mathieu Vachon, Jean-François Pilote, François Benoît. Et ils sont accompagnés de Simon Magin, Michael Lortie, Frédéric Ladusseur, Jean-Raphaël Morin, en vertu de sa victoire, bien évidemment, la semaine dernière du côté de Las Vegas, et Frédéric Moreau, sa victoire également du côté de Chicagoland vendredi dernier. Il faut le rappeler que ce n'est pas la victoire qui qualifie le pilote, mais bien évidemment, lorsqu'on remporte une course, ça donne un bon petit coussin là, pour passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses, on va en avoir ce vendredi. On se dirige dans le deuxième tour éliminatoire qui comporte, bon, on va parler de la deuxième épreuve, Michigan, dans 2 semaines. On termine ça à ISM, mais vendredi, on se dirige, on va dire, dans la cour arrière d'un Jean-Raphaël Morin, le Roval de Charlotte, un circuit routier. Oh. Et le deuxième château fort à Eric, mais cette fois-ci, c'est le Roval, c'est pas l'Oval. Oui, généralement, c'est plus l'Oval qui va me faire sourire puisque j'adore ce tracé. Mais écoutez, lorsqu'on a vu Jean-Raphaël Morin remporter du côté de Las Vegas, on s'est dit, il a, avec le Roval, un ticket aller simple pour le top 4. Par contre, la pression est sur les épaules de la voiture numéro 23. Il ne faudra pas faire d'erreur. Il va falloir éviter les incidents. Le Roval, ce n'est pas un tracé qui pardonne. Les murs viennent vite. C'est un tracé très technique qui est très demandant. Et il y a quand même de la compétition derrière parce qu'il va y avoir des pilotes qui vont avoir préparé cette course-là en se disant là, j'ai une chance d'aller chercher un gros résultat. Je suis désolé de rentrer dans votre bulle, messieurs. Vous me cognerez dessus. Vous êtes en haut de moi de toute façon. Fait que si je fais pas l'affaire. Ouais, OK. Mais sérieusement, moi, je suis obligé de dire Morin, c'est mon favori. De la façon dont il a su gérer sa course à Watkins Glen, c'est pour moi, là, c'est le favori au Roval cette semaine. S'il n'est pas dans le top 2, et je ne dis pas top 3, le top 2, peut-être il ne l'avouera pas, mais ça va être une déception pour Jean-Raphaël Morin. Il se doit absolument de connaître, non pas par la pression, mais parce qu'on sait très bien les 4 autour de l'écran qu'il est en mesure d'aller chercher la victoire au Roval et pas juste par un petit pourcentage. Oui. Et je tiens à mentionner qu'il avait une donnée au niveau de la télémétrie qu'aucun pilote n'avait pendant cette course, c'est-à-dire qu'il pouvait faire un arrêt de moins que tout le monde. Il a fallu quand même qu'il le sache, ce détail-là. Un expert des routiers, il faut dire, il faut croire. Il a joué sa stratégie de cette façon-là aussi. Il nous avait mentionné à quel point ça avait été difficile là, dans le deuxième segment avec le lift and coast. Il avait le rythme, réussissait à garder sa voiture en bonne position en piste et a économisé l'essence nécessaire là, pour rallier l'arrivée au premier rang du côté de Watkins Glen. Par contre, je ne crois pas que cette semaine, ses adversaires vont lui donner ce luxe-là. Je pense qu'on va avoir déjà là, ouvert le manuel de l'usager et on va savoir par où passer pour ne pas se faire jouer ce même tour du côté des autres pilotes en piste. Et j'ai bien hâte de voir, non seulement, puisque là, on parle de la victoire de l'épreuve, mais il y a 10 pilotes qui tentent de se classer dans 4 positions. La bataille entre la 3e et la 10e position va valoir de l'or. Oui, énormément. Là. On ne parle pas de couper 2 pilotes. On coupe plus que la moitié du field. Il va y avoir tout que des bagarres. Ça va jouer du coude, j'en doute même pas.
J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis tu le sais, Eric, j'ai jamais été un fan de Chase. Tout le monde le sait, en fait. C'est les panélistes de ce soir. J'ai jamais été un gros fan de. Non, j'ai vraiment jamais été un gros fan de séries éliminatoires en NASCAR. Mais je dirais pas que le vin est en train de virer de bord dans mon cas. Mais cette série-là est en train de me faire apprécier réellement les séries éliminatoires dans le contexte du NASCAR. Pour être franc, là. Pour être vraiment franc. là, L'aspect que la Voix Motorsports ou LM Productions, mes excuses, voilà, LMP, amène en enlevant cet aspect que la victoire garantit une place à la ronde suivante. Voilà. Ça fait en sorte qu'il faut être constant. Il faut amener des résultats à chaque semaine et la pression demeure toujours. Il n'y a pas de passe gratuite, il n'y a pas d'accès facile. Et bon, certes, la victoire garantit le placement. Ça fait en sorte qu'on a des fois des fins d'épreuve beaucoup plus mouvementées. Mais je suis prêt à sacrifier ces 2 ou 3 tours au bout de ma chaise pour avoir une épreuve au complet sur le bout de ma chaise où est-ce que je me dis, oh, est-ce qu'il va y avoir une erreur? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va chambouler l'allure du classement? Et c'est ce qu'on voit dans les dernières semaines, que le moindre incident fait en sorte que les positions au classement sont grandement chamboulées. On voit des têtes de série tomber et c'est ce qu'on va voir dans 2 semaines lorsqu'on va terminer du côté du Michigan pour qualifier tout le monde vers le top 4. Donc, définitivement encore beaucoup d'actions. Il reste 3 épreuves en tout à cette saison. Une saison qui ne fait que prendre en vitesse. La vapeur qui est de plus en plus chaude et définitivement, ça s'annonce très intéressant ce vendredi sur les ondes de FTV. Oui, donc à surveiller sur le coup de 20h50 du côté de l'Oval. Oval routier, toujours possible de regarder quelque chose sur SFTV les vendredis. Donc n'hésitez surtout pas à regarder le tout. Un Oval qui n'est pas européen en passant. C'est vrai, en plus c'est... C'est ça, mais dans ce cas-ci, on n'est pas du côté de l'Oval, on est même du côté d'un routier, donc mes excuses. Donc voilà, du côté de... on va plutôt dire, je m'excuse, Stock Car ou GT, vous avez le choix ce vendredi sur les ondes de SFTV. Donc, voilà, c'est ce qui conclut notre balado pour ce soir. Si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, aimer, partager, peu importe. Aimez la page SFTV. Aimez-nous également sur YouTube. Suivez-nous plutôt sur YouTube. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition de cette balado SFTV. Entre-temps, évidemment, il y a le iRacing Challenge qui suit dans quelques instants pour ceux qui nous regardent en direct. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao!